Le son de leur sourire résonne encore à mes oreilles. Je voulais immortaliser cette journée parfaite. Mon fils, le premier de la famille à intégrer l'un des meilleurs établissements de la ville, dans son uniforme impeccable, son nouveau sac à dos et la confiance qui brillait dans ses yeux. En franchissant la porte, il leva le menton, tentant de dissimuler la timidité qu'il avait héritée de moi. J'ai dû retenir mes larmes. J'éprouvais à la fois de la fierté, de la peur et de la gratitude. Je pensais que rien ne pourrait ternir cet instant. Quelle naïveté! La réceptionniste nous regarda par-dessus ses lunettes avec ce sourire à moitié poli qui masquait sa suspicion. Elle demanda son nom 2 fois, comme si elle n'avait pas compris. Puis vint un silence. Long, tendu. Comme quelqu'un qui essaie d'assembler un puzzle dont les pièces ne s'emboîtent pas. Je remarquai son regard passer de mon fils à moi, cherchant la moindre ressemblance. Est-ce vraiment votre fils? La question était posée d'un ton léger, mais elle me blessa profondément. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait dit. C'était le regard autour de lui, les mères qui chuchotaient, leur tasse de café à la main, le vigile qui s'approchait encore. Tout cela confirmait ce que je savais déjà, l'interrogatoire déguisé, le jugement masqué par la curiosité. Mais ce jour-là, je n'étais pas préparé. Mon fils de 8 ans, avec sa confiance si fragile, me regardait comme s'il cherchait à savoir s'il avait fait quelque chose de mal. J'ai essayé de sourire. J'ai dit que tout allait bien. Mais la boule dans mon estomac disait le contraire. Quand une des mères a lancé, pensant que je ne l'entendrais pas, elle n'a pas l'air à sa place ici, j'ai senti mes joues brûler comme si l'air était devenu acide. C'était la même phrase que j'avais entendue tant de fois dans ma vie, mais cette fois, elle me blessait profondément. Pendant la cérémonie d'accueil, chaque mot prononcé par le directeur semblait lointain, comme s'il sortait d'une vieille radio. J'observais les uniformes impeccablement coupés, les sacs à dos de marque, les sourires forcés. Il ne voyait pas un garçon, il voyait une exception. Et les exceptions sont déstabilisantes. À cet instant, j'ai compris que le combat ne serait pas seulement le leur. Il serait le nôtre. Mais le destin a parfois des façons bien étranges de révéler ce que les gens tentent de dissimuler. Ce qui avait commencé comme une simple rentrée scolaire s'est transformé en quelque chose d'inattendu. Et lorsque la vérité a éclaté, ce n'est pas mon fils qui a dû prouver sa légitimité, mais eux. Que faire lorsque le monde tente de vous convaincre que votre sang est une tache? Ce jour-là m'a appris que le silence peut être plus blessant que n'importe quelle réponse. Et que parfois la vie nous offre la plus élégante des vengeances. Prouver qui avait raison depuis le début. J'ai tenté de dissimuler mon angoisse ce premier jour, mais plus tard, seul dans la voiture, j'ai senti les larmes couler en silence. Elles étaient épaisses, lourdes, chargées de colère et d'impuissance. Elles n'étaient pas seulement pour moi, elles étaient pour lui. Mon fils dormait sur la banquette arrière, sa carte d'étudiant encore autour du cou, et je n'arrêtais pas de fixer son reflet dans le rétroviseur, essayant de mémoriser ce visage qui n'avait pas encore connu le poids de l'exclusion. J'ai senti le volant m'échapper des mains. Pourquoi un simple regard peut-il anéantir tant de joie? Les jours suivants, j'appris à décrypter les gestes subtils. Des mains qui se retiraient trop vite, des sourires fugaces, des invitations à jouer qui ne se concrétisaient jamais. Le pire, c'était le silence. Le silence des mères qui se saluaient et m'ignoraient avec une politesse calculée. Il était palpable, sauf lorsque la curiosité les poussait à me jeter un coup d'œil en coin, comparant mes vêtements, mes cheveux, mon teint à celui, clair, de mon fils. Un jour, elle m'a demandé si c'était mal d'être différente de ses camarades. La question est apparue alors que je coupais des fruits dans la cuisine, et le couteau a failli me glisser des mains. J'ai fait semblant d'être calme. Je lui ai dit que c'était justement la différence qui rendait une personne unique. Mais intérieurement, je sentais la peur grandir comme une ombre ancestrale. Je savais ce qui allait suivre, les petites douleurs qui s'insinuent lentement, rongeant le peu de lumière qui subsiste. J'ai commencé à arriver plus tôt à l'école, à observer. Le bruit de la porte qui claque, l'odeur de crème mêlée à un parfum coûteux, les rires qui résonnent dans les couloirs. J'essayais de m'intégrer, mais je revenais toujours avec ce sourire timide qui dissimulait un appel à l'aide que je ne savais pas encore exprimer. Aucun enfant ne devrait avoir à endurer une telle solitude. Je m'étais promis de ne pas laisser la situation perdurer. Mais avant toute chose, il me fallait comprendre ce qui se passait réellement. L'école parlait beaucoup des « inclusions » dans ses discours, mais dans ses actes, il y avait des failles. Des failles que seuls ceux qui les subissent peuvent percevoir. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer les regards, au moment où les informations locales diffusaient une série de reportages sur les dons et les bourses d'études. Rien de directement lié à notre école,
mais quelque chose dans l'expression du coordinateur m'a paru suspect. J'ai tendu l'oreille, surprenant des conversations interrompues, des bribes de phrases qui, prises individuellement, semblaient anodines. Mais ensemble, elles ont commencé à prendre sens. J'avais déjà appris à survivre dans des milieux où l'on me regardait avec méfiance. Mais désormais, il ne s'agissait plus de survivre, il s'agissait de protéger ce qui m'était le plus cher. Derrière ces murs étincelants et ces jardins parfaits se cachait une vérité, et d'une manière ou d'une autre, elle nous concernait. Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai vu les réseaux sociaux de l'école inondés d'éloges pour le nouveau programme d'inclusion, avec des photos soigneusement mises en scène. Et là, il était là, mon fils, au centre de l'image. Sans nom, sans contexte, juste un visage noir utilisé comme symbole de vertu publique. L'atmosphère devint pesante. La colère m'envahit. C'était comme si le monde m'avait donné une pièce du puzzle. Il me manquait juste le reste. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je descends d'une longue lignée de femmes qui ont appris à se battre en silence, souriant en apparence tout en ourdissant secrètement leur prochain coup. Et s'ils ont tenté de nous exhiber en ce lieu, ils ne se doutaient pas qu'ils allaient se voir face à leur propre reflet. C'est curieux comme le destin se joue parfois, n'est-ce pas? Il suffit parfois d'un détail déplacé, d'un mot mal choisi, pour que le masque commence à se fissurer. C'est pourquoi tant de gens choisissent de rester ici, suivant chaque révélation, car ils savent que la vérité, lorsqu'elle arrive, ne prévient pas. Et quand elle est finalement arrivée, même non punir ce que je savais déjà, personne ne peut éteindre la lumière de celui qui a été fait pour briller là où il disait ne pas avoir sa place. Cette nuit-là, le tic-tac de l'horloge résonnait plus fort que jamais. Chaque tic me rappelait le temps que j'avais déjà perdu à croire aux doutes raisonnables. J'ouvris mon ordinateur portable et me mis à chercher le moindre lien entre l'école et les reportages que j'avais vus. Des mots défilaient sur l'écran. Programme social, inclusion exemplaire, prix municipal. Et parmi les images, il y avait de nouveau le visage de mon fils, souriant, ignorant qu'il était devenu le symbole d'un mensonge. Mon cœur battait différemment, d'une colère viscérale. Celle qui ne crie pas, mais observe. J'ai pris une profonde inspiration, changé d'onglet et commencé à chercher des documents publics, des annonces, des dons, des noms de sponsors. L'un d'eux m'a interpellé. La directrice de l'école figurait parmi les bénéficiaires d'un fonds qui n'aurait pas dû exister. Le fichier comportait une signature numérique incomplète et une adresse courriel que je reconnaissais. Celle-là même qu'elle utilisait pour communiquer avec les parents. Tout mon corps tremblait. Ma première réaction fut la peur. Non pas la peur de les affronter, mais celle de ce qui allait suivre. Je savais qu'une mère noire qui osait s'élever contre une institution respectée était perçue comme une menace. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je suis resté là, dans l'obscurité de la pièce, bercé par le souffle lointain de mon fils dans sa chambre. Le contraste entre la légèreté de son sommeil et le poids de ce que je venais de découvrir était douloureux, comme deux mondes superposés, sur le point de s'entrechoquer. Les jours suivants, j'ai feint le calme. J'ai salué la coordinatrice, souri au maire, apporté un gâteau pour le petit déjeuner communautaire. Ce n'était qu'une mascarade. En réalité, je tissais des liens entre les maigres indices que je rassemblais. Conversations entre enseignants, notes internes, rapports datés de la même manière, coïncidences trop infimes pour être le fruit du hasard. Un après-midi, alors que j'attendais mon tour pour sortir, j'ai vu la directrice s'approcher d'une journaliste de la télévision locale. Elle parlait avec enthousiasme de « la fierté de la diversité », et j'ai eu un instant envie de rire. Mon fils, qui se tenait à côté d'elle pendant l'enregistrement, avait l'air fatigué. Le micro passait de main en main, et lorsque la caméra s'est braquée sur lui, il a regardé droit dans la vitre où je l'observais. Ce regard m'a marqué. C'était le regard de quelqu'un qui commençait à comprendre quelque chose qu'il ne devrait jamais avoir à apprendre si tôt. Je suis rentrée et me suis assise par terre dans la cuisine. Un silence total m'a envahi. Les souvenirs d'enfance sont afflués, les fois où ma mère me disait « Ma fille, le monde essaiera de te faire croire que tu dois prouver ta valeur, mais n'y crois pas. » Et me voilà, des décennies plus tard, à vivre le même scénario, sauf que maintenant, je me battais pour ça. J'ai décidé qu'il était temps d'agir. Je suis retourné à l'ordinateur, j'ai rassemblé tout ce que j'avais, photos, copies de documents, captures d'écran, courriels, articles de journaux. J'ai créé un dossier intitulé simplement « Justice » et je l'ai enregistré à 3 endroits différents. Je regardais ce fichier comme on allume une bougie dans le noir. Le lendemain, l'atmosphère changea. On me regardait différemment, comme si l'on pressentait quelque chose d'étrange. Le directeur m'évitait,
Et la coordinatrice, d'ordinaire si bavarde, se mit à bégayer. Je remarquai que des rumeurs commençaient à circuler, discrètes mais persistantes. Cet espace qui m'avait autrefois opprimé commença soudain à m'offrir un terrain plus sûr. Mais avec cela venait aussi la peur de ce que j'allais révéler. Et si personne ne me croyait? Et si le système étouffait l'affaire? Ces questions me tourmentaient, mais quand j'ai vu mon fils entrer dans la classe, j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le courage ne crie pas. Il naît en silence quand l'amour est plus fort que la peur. De petits gestes commencèrent à se transformer en scène dans mon esprit. Le directeur, souriant aux caméras, les journalistes rédigeant leurs articles, les parents répétant les mêmes discours préparés sur l'empathie. Et moi, en retrait, regardant chaque mot tomber comme une brique, édifiant le mur de mensonges sur lequel ils s'appuyaient tous. Cette nuit-là, il pleuvait des cordes. La ville semblait inondée, et je sentais que quelque chose allait changer. J'ai sorti la carte d'identité scolaire de mon fils, oubliée dans la voiture. Sa photo, légèrement floue par le temps, me fixait avec un mélange d'innocence et de détermination. J'ai embrassé la photo et pensé, ils ont sous-estimé la mauvaise famille. Il ignorait encore comment, mais il était déjà certain que très bientôt, le pays tout entier découvrirait ce que cette école tramait en coulisses, derrière son discours impeccable. Et lorsque cela arriverait, le moindre regard méprisant aurait des conséquences. Le lendemain matin, le ciel était d'une clarté presque provocante. Le contraste entre le calme de la journée et l'angoisse qui m'habitait était cruel. J'ai enfilé des vêtements neutres, attaché mes cheveux et avant de partir, je me suis regardé dans le miroir. Mon regard avait changé. Une sérénité qui n'apparaît que lorsque la douleur est comprise, lorsque la blessure commence à cicatriser. J'ai pris le dossier où je conservais toutes les preuves et j'en ai senti le poids entre mes mains. Ce n'était pas que du papier. C'était l'histoire de mon fils, la mienne, l'histoire de tant d'autres qui n'ont jamais eu la chance d'être entendus. Je suis arrivé à l'école peu avant l'événement censé célébrer la diversité et les fruits du projet social. Les chaises étaient parfaitement alignées, des fleurs blanches ornaient les tables et le son d'un piano classique se mêlait au murmure des parents et des journalistes. Tout était impeccable. Tout était faux. C'était une mise en scène, et tous les présents participaient au spectacle, ignorant qu'en coulisses, tout était sur le point de s'effondrer. Quand la directrice m'aperçut, elle hésita. Ce bref instant où son sourire s'effaça fut l'élément déclencheur. Elle s'approcha de moi, feignant l'enthousiasme. « C'est formidable que vous soyez venu. Votre fils est si heureux ici. » Sa voix était douce, mais son regard anxieux trahissait son appréhension. Je répondis simplement, « Oui, je pense qu'il sera encore plus heureux après aujourd'hui. » Tandis qu'elle prononçait son discours sur scène, louant le travail de l'école et remerciant ses collaborateurs, j'observais son reflet dans les vitres. De fines gouttes de sueur perlaient sur son visage, ses mains tremblaient en tenant le micro. C'était le pouvoir déguisé en vertu. Le public souriait, applaudissait, était convaincu. Et moi, au fond de la salle, je savais que la vérité, silencieuse, était parmi nous, sur le point de se révéler. Mon fils s'est approché et a pris ma main. Il n'a rien dit, mais la pression de ces petits doigts m'a rappelé que je n'étais pas là pour me venger, mais pour obtenir justice. Son innocence m'a rassuré, me rappelant que ce que j'allais faire n'était pas une simple réaction, mais une libération. Pendant la pause, tandis que les journalistes se rassemblaient pour photographier les étudiants bénéficiaires, j'ai profité de l'instant où tous les regards étaient tournés vers les appareils photo. Je me suis approché du micro, toujours allumé. J'ai senti chaque regard se tourner lentement vers moi, comme une vague silencieuse. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai simplement dit, puisque nous parlons de vérité et d'inclusion, il me semble juste que chacun sache exactement qui il applaudit. Pendant quelques secondes, personne ne réagit. Puis je commençai à sortir les feuilles du dossier, une à une, et à les déposer sur la table près de la scène. Chaque feuille portait la marque d'une irrégularité, d'une déviation, d'une farce. Je parlais lentement, sans élever la voix. La tension montait, palpable. Les premières expressions de confusion firent place à la stupéfaction. Un des journalistes se mit à enregistrer. Le metteur en scène tenta de l'arrêter, mais il était trop tard. Dans mes paroles, il n'y avait ni cri ni ressentiment, mais de la dignité. La vraie force n'a pas besoin de volume. Elle se nourrit de chaque mot prononcé sans trembler. J'ai regardé ces visages, certains honteux, d'autres dans le déni, et j'ai compris que, pour la première fois, ils m'écoutaient sans filtre. Mon fils me regardait en silence, un éclat particulier dans les yeux.
Il avait compris, sans même que je dise un mot. Il avait compris que ce n'était pas un acte de colère, mais d'amour. Je dois dire qu'il y a quelque chose de profondément réconfortant à voir le mensonge s'effondrer devant le public même qui l'avait applaudi. Après le chaos initial, le silence revint dans l'auditorium. Un silence qui n'exigeait aucune explication, mais qui absorbait tout. Et c'est à cet instant précis que je ressentis un besoin impérieux de remercier, du plus profond de mon être, chaque personne qui avait douté de nous. Car c'est précisément ce doute qui m'a appris à ne plus douter de moi. On dit que chaque orage commence par une goutte. Parfois, cette goutte est le simple geste de quelqu'un qui refuse d'être invisible. C'est alors que beaucoup ressentent le besoin de soutenir cette cause, laissant une trace silencieuse, la preuve que le message les a touchés. Car, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous passés par là, tentés de prouver que nous avons notre place. Et lorsque les premières questions ont commencé à fuser, lorsque les micros se sont levés et que des visages curieux se sont penchés en avant, j'ai compris que ce qui allait suivre serait encore plus grand. Ce qui allait être révélé me dépasserait largement cette école. Et pour la première fois, je n'ai ressenti aucune peur. J'ai senti que l'histoire prenait enfin le chemin qu'elle aurait toujours dû suivre, celui de la lumière. Alors que les lumières de l'auditorium commençaient à s'éteindre, je sentis en moi le calme qui s'installait. La confusion régnait encore, les voix se mêlaient, les regards me suivaient, mais je n'entendais plus rien clairement. C'était comme si le monde entier avait baissé le volume pour que je puisse enfin entendre ma propre respiration. Ce calme qui suit la tempête, quand on sent encore l'odeur de la terre humide et que l'air semble trop pur pour être vrai. La directrice tenta de s'approcher, mais s'arrêta à mi-chemin. Mon attitude en disait long. Je la fixai simplement. Elle détourna le regard. C'est alors que je compris que ma force n'avait jamais résidé dans les cris, mais dans le regard de celle qui ne devait plus rien à personne. Ma grand-mère disait toujours, « Quand ton regard ne se baisse pas, c'est la peur qui change de camp. » Et c'est exactement ce qui se produisit. Certains parents chuchotaient entre eux, d'autres feignaient de les soutenir, d'autres encore cherchaient à savoir s'ils devaient prendre leur distance. Je voyais leurs expressions comme une multitude de masques qui tombaient. Ces mêmes personnes qui m'avaient accueilli avec une politesse convenue me regardaient maintenant comme si elles devaient, pour la première fois, reconnaître qui j'étais vraiment. Et pourtant, j'éprouvais de la pitié. Pitié non pas pour l'erreur, mais pour l'aveuglement. Certaines personnes vivent si longtemps prisonnières du confort de l'acceptation qu'elles oublient ce que signifie être juste. J'ai pris la main de mon fils et nous sommes sortis. Dehors, la fraîcheur du soir portait un parfum de liberté que je ne pouvais encore identifier. Il m'a regardé et m'a demandé si j'étais triste. J'ai répondu que non. Que parfois, la tristesse et le soulagement s'entremêlent, comme la lumière et l'ombre dans un même corps. Il a semblé comprendre et a serré ma main plus fort. C'est alors que j'ai réalisé que c'était peut-être l'une des leçons les plus importantes qu'il apprendrait à l'école, que le courage et la paix peuvent aller de pair. Les jours suivants, la nouvelle se répandit. Les articles commencèrent à paraître, les commentaires se multiplièrent, et soudain, ma voix, jusque-là ignorée, résonna parmi des inconnus. Certains me cherchèrent en secret pour me raconter des histoires similaires. D'autres, silencieusement, me croisèrent dans la rue avec un respect qui se passait de mots. Le plus troublant fut de réaliser que lorsque la vérité est révélée au grand jour, elle change de main. Elle cesse d'être seulement mienne. Elle commence à appartenir à tous ceux qui en avaient besoin pour recommencer à zéro. Et j'en ai été témoin. Le courage a pris un visage, un nom, un écho. Cependant, cette lumière s'accompagna d'un lourd fardeau. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, les interviews s'enchaînaient, mes mots étaient scrutés à la loupe par ceux qui ne rêvaient que d'un titre à sensation. L'exposition médiatique est une prison déguisée en voix. Et, parfois, je me surprenais à aspirer à l'anonymat, à cette époque où mon combat n'appartenait qu'à nous deux, à mon fils. Ce fut une pensée fugace, mais bien réelle. Car même la victoire a un prix, et seuls ceux qui ont traversé l'épreuve comprennent que chaque flamme laisse sa trace. Un soir, assise sur la véranda, une tasse de thé à la main, je contemplais les lumières de la ville. Tant de fenêtres illuminées formaient comme des constellations. Je pensais à toutes ces mères qui, à cet instant précis, priaient, rêvaient, luttaient en silence comme moi. Peut-être aucun reportage ne les mentionnerait-il, mais elles appartenaient toutes à la même histoire, celle qu'on raconte trop rarement, l'histoire de celles qui, même blessées, choisissent de continuer. Mon fils est venu vers moi, enveloppé dans sa couverture, et a posé sa tête sur mon épaule. « Tu crois qu'ils vont nous laisser tranquilles maintenant ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas su quoi répondre tout de suite.
Les étoiles brillaient dans ses yeux, et pendant un instant, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Finalement, j'ai simplement dit, « Je ne sais pas, mon amour. » Mais maintenant, ils savent qu'il ne faut pas nous sous-estimer. Le vent faisait doucement onduler les rideaux, comme si le monde entier respirait à l'unisson avec moi. Cette nuit-là, pour la première fois, la peur me parut insignifiante, presque enfantine. Peut-être parce que j'avais déjà appris à l'affronter de front, à reconnaître sa présence et à aller de l'avant. Et tandis que la ville dormait et que les gros titres résonnaient encore à l'extérieur, je sentais, au plus profond de mon cœur, que ce qui allait arriver ne serait pas seulement justice, mais aussi transformation. Les jours suivants, le temps sembla s'écouler étrangement. Parfois, tout s'accélérait, les messages, les interviews, les gens qui, soudain, voulaient m'écouter. D'autres fois, le temps paraissait s'arrêter, comme si l'air était lourd. Je continuais de me lever avant l'aube, de préparer le café, de faire le sac à dos de mon fils. La routine persistait, mais la réalité autour de moi avait changé. L'école n'était plus seulement une école. C'était un symbole. Et les symboles, une fois érigés, ne peuvent plus jamais rester silencieux. Marcher dans la rue était différent désormais. La moitié des gens me saluaient d'un signe discret de la main, l'autre moitié détournait le regard. Je ressentais le poids de cette exposition médiatique, celle qui survient lorsque la vérité cesse d'être un secret et devient publique. Des journalistes campaient devant ma porte, et je devais inventer des excuses pour ne pas effrayer mon fils. Ils sont juste curieux, leur disais-je, essayant de minimiser la pression. Mais au fond de moi, je savais que ce que nous avions fait était loin d'être oublié. Les enquêtes ont commencé, et des noms, jadis intouchables, ont fait la une des journaux, accompagnés de mots comme « fraude » et « détournement de fonds ». Le directeur a été renvoyé, le coordinateur a démissionné, et soudain, le pouvoir qui régnait jadis dans les couloirs de l'école s'est dissipé sous un flot d'excuses et de justifications confuses. J'ai assisté à tout cela sans me réjouir. Il y avait quelque chose de mélancolique à voir la chute de quelqu'un qui se croyait intouchable. Toute destruction, même nécessaire, laisse des traces. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, le silence changea. Ce n'était plus le silence de l'incertitude, mais celui de l'épuisement. Certaines nuits, je m'asseyais au bord du lit, le regard perdu par la fenêtre, attendant que mon corps comprenne que le combat était entré dans une nouvelle phase. Mon fils dormait paisiblement, comme quelqu'un qui avait enfin trouvé refuge. Cette image me suffisait. Mais intérieurement, une question commençait lentement à se dessiner. Et après ? Que se passe-t-il après avoir gagné une guerre qu'on n'a jamais voulu mener ? Un matin, j'ai reçu une lettre. Manuscrite, non signée. « Je suis une mère comme vous », disait-elle. Pendant des années, mon fils a entendu dire que sa place n'était pas là où il rêvait d'être. Merci de ne pas être restée silencieuse. J'ai effleuré le papier comme s'il était une peau vivante. Les mots dégageaient une chaleur réconfortante. C'est à cet instant que j'ai compris. Ce qui avait commencé dans une école s'était propagé comme une étincelle silencieuse. Des personnes invisibles commençaient à se reconnaître dans notre histoire. Et il n'y a pas de plus grande force que de faire croire aux autres qu'eux aussi peuvent résister. Mais l'espoir s'accompagna de la peur que tout soit perdu, que l'on oublie après le prochain fait divers, que le courage ne devienne une routine. Le monde n'aime pas se souvenir qu'il doit encore changer. Il préfère que des histoires comme la nôtre ne soient qu'une inspiration éphémère. C'était là mon nouveau combat, entretenir la flamme sans m'y laisser consumer. Un dimanche après-midi, j'ai décidé de retourner à l'école. La porte était toujours là, celle-là même qui m'avait jadis regardé avec méfiance. De l'autre côté, la cour était déserte. Je me suis dirigé vers le jardin. Le parfum des fleurs était le même, mais l'atmosphère était différente, un silence presque empreint de recueillement. Un membre du personnel m'a reconnu et m'a souri. C'était un sourire sincère, le premier que je recevais depuis mon arrivée. Nous sommes restés silencieux quelques secondes, et j'ai compris que parfois, le changement s'opère petit à petit, au rythme des petites attentions. Tandis que j'observais le bâtiment de loin, je songeais à la façon dont chaque espace portait en lui le souvenir de ceux qui avaient osé dire « ça suffit ». J'aperçus mon reflet dans la vitre de la salle de classe où étudiait mon fils. Un instant, son image apparut à mes côtés, jouant avec un crayon, plongé dans ses pensées. C'était comme si ce reflet me disait que l'histoire continuait de s'écrire et que la peur de ne pas trouver sa place appartenait au passé. Le soleil commençait à se coucher derrière les immeubles, teintant le sol d'une nuance dorée. Je restai là jusqu'à une bonne partie de l'après-midi, sentant la lumière décliner peu à peu,
emportant avec elle le poids des derniers mois. Ce n'était pas vraiment une fin, peut-être juste une pause. Un soupir suspendu entre ce que nous étions et ce que nous pourrions encore être. Et à cet instant précis, entre le son lointain d'une cloche et le parfum des premières fleurs de la saison, j'ai compris que le véritable sentiment d'appartenance ne survient pas lorsque le monde nous accepte, mais lorsque nous décidons de ne pas demander la permission d'exister. La chute ne fut pas soudaine. Elle fut lente, précise, presque silencieuse. Une sorte d'effondrement qui commence de l'intérieur et ne révèle ses failles à l'extérieur que plus tard. La nouvelle continuait de se répandre, mais elle portait désormais de nouveaux noms, des voix qui, auparavant, avaient eu peur et qui avaient enfin décidé de prendre la parole. La metteuse en scène, cette femme qui avait jadis levé verre et trophée au nom de l'inclusion, apparut à la une des journaux sans maquillage, le regard baissé, déambulant entre les caméras et les micros. En voyant son image à la télévision, je n'ai pas ressenti de vengeance. J'ai ressenti de la justice. Et la justice, lorsqu'elle arrive, a le son précis du silence qui se brise. L'école a temporairement fermé ses portes. Les murs, si souvent résonnés de discours sur le « mérite », étaient désormais couverts de banderoles et d'affiches. Les parents exigeaient des explications, le personnel manifestait pour réclamer ses salaires impayés, et les élèves plus âgés, ceux-là même qui avaient ricané et assisté à la scène, sans vraiment en saisir la portée. C'était la preuve vivante que le pouvoir bascule lorsque la vérité triomphe. Un journaliste m'a abordé dans la rue, micro en main. Il m'a demandé si je regrettais d'avoir tout raconté. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. J'ai simplement dit que le regret est le sentiment de ceux qui doutent encore. Et je ne doutais plus de rien. Ce qui avait commencé comme une douleur s'était mué en prise de conscience. Ce qui était honte était devenu du courage. Il a souri, a baissé le micro et a simplement dit « Je comprends ». Mais à la maison, la vie a repris son cours. Mon fils est retourné à l'école, où il a été accueilli avec des rires sincères et du respect. Malgré cela, il m'arrivait de le trouver perdu dans ses pensées, le regard vide. Je savais ce qui lui traversait l'esprit, les souvenirs de ce qu'il avait vécu, la leçon apprise très tôt que la paix a un prix. Je ne l'interrompais pas. Je laissais le silence lui enseigner ce que les mots ne pouvaient plus exprimer. Certains après-midi, je recevais des messages d'inconnus. Des enseignants, des mères, des élèves. Des histoires semblables à la mienne, parfois même pires. Et chaque fois que j'en lisais une nouvelle, j'avais la gorge serrée et une certitude m'envahissait. Ce qui s'était passé ne nous concernait pas seulement. Cela concernait tout ce qui reste à examiner, la manière dont nous enseignons les valeurs, la dignité et le sentiment d'appartenance. C'était comme si, enfin, un dialogue ouvert s'était instauré, un écho de conscience qui transcendait les frontières invisibles. L'ancienne directrice a tenté de présenter des excuses publiques, mais ses paroles sonnaient creux, comme récitées. Dans une interview, elle a mentionné mon nom, affirmant que je l'avais incité à reconsidérer son point de vue. La plupart des gens ont applaudi ce geste, mais je savais que, pour elle, ce regret reflétait davantage la peur que la compréhension. Malgré tout, je n'aurais pas souhaité qu'il en soit autrement. Parfois, le simple fait de voir quelqu'un contraint de se regarder en face est une vengeance suffisante. Le plus étrange, c'est que plus le temps passait, plus j'avais l'impression que le monde me mettait à l'épreuve. Invitations à des conférences, interviews, propositions de campagne. Tout le monde voulait entendre, la mère qui a fait voler en éclats l'empire des apparences. Mais je me sentais de plus en plus éloigné de cette image. Car, au fond, tout cela n'avait rien à voir avec des héros ou des méchants, mais avec des êtres humains qui tentaient de se confronter à leurs propres reflets. Un jour, je suis allé seul au parc et me suis assise sur le même banc où j'attendais mon fils à la sortie de son ancienne école. Le soleil filtrait à travers les arbres, dessinant des formes sur le sol, et j'ai compris que, malgré toute la douleur, il y avait de la beauté là-dedans. La beauté de ne plus avoir à faire semblant, de savoir que personne n'a le pouvoir de décider de notre place. La vie est ainsi faite, une succession de chutes et de reconstructions, certaines publiques, d'autres que nous seuls percevons de l'intérieur. Le destin est parfois étrange. De temps à autre, je croise encore des gens qui me reconnaissent. Certains s'approchent et me murmurent « J'ai vu ce que vous avez fait. Vous avez beaucoup changé. » D'autres se contentent de sourire. Et je comprends alors que le plus grand impact ne vient pas du tapage médiatique, mais du silence qui se mue en exemple. C'est dans le regard silencieux de ceux qui ont écouté et appris que réside la véritable victoire. C'est peut-être pour cela qu'en entendant ce récit, tant de personnes se sentent obligées de partager leur propre version, de raconter leur expérience.
Comme si, d'une certaine manière, nous étions tous liés par une même question. Jusqu'où peut aller le courage de ceux qui refusent de baisser les yeux? C'est alors que l'histoire cesse d'être seulement la mienne et devient la nôtre. Car chaque automne est une invitation à la réflexion. Et lorsque la vérité commence à circuler, lorsqu'elle touche les autres et réveille des souvenirs enfouis, il est impossible de rester silencieux. Alors, si quelque chose s'est éveillé en vous, exprimez-vous. Commentez. Partagez. Parfois, c'est dans ce simple geste que l'histoire continue d'avancer et que le monde, peu à peu, redécouvre ce qu'est la justice. Le temps a cette étrange façon de nous reconstruire en silence, sans prévenir. Pendant des mois, j'ai réappris à respirer, différemment. Je n'étais plus la même femme qui avait franchi le seuil de cette école avec un sourire timide et un espoir naïf. Cette expérience m'a transformée de l'intérieur, comme le vent qui polit les pierres, patiemment, inexorablement, jusqu'à ce qu'elles deviennent douces au toucher. Le souvenir est encore douloureux, mais cette douleur a désormais un sens, comme une cicatrice qui témoigne d'une guérison. Au début, reprendre mes habitudes me semblait impossible, mais j'ai appris que se reconstruire est aussi un acte de courage. J'ai suivi des cours, j'ai commencé à donner des conférences dans les écoles, à raconter mon expérience, sans pour autant me lamenter. J'ai parlé de force, de la dignité qui naît lorsqu'on refuse le rôle que le monde nous impose. L'auditoire écoutait en silence, parfois ému, et j'ai compris que ce n'était pas seulement ma voix, mais des voix ancestrales qui s'exprimaient à travers moi. À la maison, la vie a recommencé à s'épanouir par petits gestes. Le rire de mon fils a comblé le vide laissé par l'exposition médiatique. Le voir jouer à nouveau, libéré des regards inquisiteurs, était la preuve la plus évidente que tout cela en avait valu la peine. Un jour, il est rentré de l'école avec une simple médaille, gagnée à un concours d'écriture. Dans sa dissertation, il avait écrit « Ma mère m'a appris que le courage, c'est dire la vérité, même si personne n'écoute. » Je l'ai lu, retenant mes larmes, certaine que mon plus bel héritage était déjà semé. Mais le monde continue de mettre notre sang-froid à l'épreuve. La vie n'est pas toujours rose. Parfois, j'entends encore des remarques voilées, comme les échos d'un passé tenace. Dans ces moments-là, je respire profondément et me souviens que je n'ai plus rien à prouver. Ce qui dérange les autres aujourd'hui, c'est la même chose qui m'a blessé autrefois. Exister sans s'excuser. J'ai appris à y voir la beauté. De temps à autre, des nouvelles de cette affaire refont surface, sur un ton différent. On parle de changements institutionnels, de révision des politiques éducatives. De belles paroles, certes, mais qui tardent à se concrétiser. Et pourtant, l'espoir demeure. Car toute graine a besoin de temps pour germer. Parfois, le changement s'amorce sans qu'on s'en aperçoive, dans le regard d'un professeur qui réfléchit, dans le geste d'un élève qui décide de prendre la défense d'un autre, dans de brefs élans d'humanité. Il y a des nuits où je me réveille et fixe le vide de ma chambre, tentant de saisir le poids de mes décisions. J'aurais pu me taire. J'aurais pu laisser tomber. Mais se taire, c'est accepter de vivre dans une maison sans fenêtre. Et j'ai toujours désiré la lumière, même si elle était douloureuse. C'est peut-être là la différence entre survivre et vivre pleinement, choisir l'inconfort purificateur plutôt que le silence étouffant. L'autre jour, alors que je marchais dans la rue, une femme m'a interpellé. Elle n'a pas dit qui elle était ni d'où elle venait. Elle a simplement pris ma main et murmuré « Merci d'avoir fait ce que je n'ai jamais pu faire ». Puis elle est partie. Je suis resté là, la main encore chaude, comme si j'avais tenu entre mes mains un fragment du passé de quelqu'un d'autre. J'ai compris que la rédemption ne survient pas lorsque le coupable s'excuse, mais lorsque la personne blessée prend conscience de sa propre valeur. L'avenir reste incertain. Parfois, la peur tente de revenir, déguisée en prudence. Mais désormais, elle ne me domine plus. Elle m'accompagne simplement, en douceur. Ce qui brûlait autrefois illumine maintenant. La cicatrice n'est plus un rappel de la douleur, mais la preuve de ma résilience. Et quand le vent souffle le plus fort et que le monde essaie de me contraindre à rentrer dans le moule, je souris. Car je sais que je n'y ai plus ma place. Entre-temps, je continue d'écrire de nouvelles histoires, les miennes et celles d'autres auteurs. Des histoires où ma voix tremble d'abord, mais finit par s'affirmer. Des histoires qui montrent que la dignité est un chemin, non une récompense. Et c'est peut-être là la véritable renaissance. Comprendre que, même après une chute, il reste assez de beauté pour recommencer. Au fond de moi, je sens qu'un avenir encore plus grand m'attend. Comme si tous les combats, les larmes et les victoires discrètes me menaient vers un nouveau départ. Un départ qui n'a rien à prouver, qui consiste simplement à exister.
Et quand ce jour viendra, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans des années, je veux être prête, avec ce même regard qui me permettait de défier le monde. Le regard de celle qui a enfin compris que l'appartenance a toujours été un état d'esprit, et non une question de permission. La vie commença à fleurir là où régnait auparavant l'obscurité. C'était comme si, en défrichant le terrain de la souffrance, le temps avait préparé le terrain pour quelque chose de nouveau. Et cela arriva, discrètement, sans grande promesse, simplement par sa présence. J'ai rencontré Eduardo lors d'une conférence que j'avais accepté d'animer dans une école communautaire. Il était dans l'assistance, assis au fond, écoutant en silence. Son regard ne cherchait pas à me déchiffrer. Il me comprenait, tout simplement. Il y avait quelque chose entre eux, une pause différente, le genre de rencontre qui n'est non de l'urgence, mais de la reconnaissance. Les jours suivants, nous avons échangé des messages courts, simples, presque timides. Ce n'étaient pas des flirts, mais des conversations entre deux personnes qui portaient des blessures similaires. Il était veuf, père d'une adolescente. Il savait ce que c'est que de reconstruire sa vie après que tout se soit effondré sous ses pieds. Nous parlions peu, mais nos échanges étaient empreints de vérité. Et cela suffisait. La solitude, jadis une pièce close, me semblait à nouveau une maison aux fenêtres ouvertes. La première fois qu'il est venu me chercher, mon fils le regardait d'un œil protecteur et curieux. Je n'ai rien eu besoin de dire, le garçon a esquissé un sourire et murmuré « Tu mérites quelqu'un de bien, maman ». Ces mots m'ont désarmé. C'était le premier signe de soutien dont j'avais besoin, de la part de quelqu'un qui avait été témoin de toutes mes épreuves et qui croyait encore en mon droit au bonheur. Eduardo ne cherchait pas à combler les vides. Il respectait chaque espace, chaque silence. Il aimait cuisiner, et un jour, il arriva avec un panier de pain encore chaud, disant « J'ai apporté à manger, écoute ». J'ai ri, mais quelque chose en moi a changé. Le temps, qui auparavant ne faisait que guérir, offrait désormais aussi. Ce n'était pas un nouveau départ avec des feux d'artifice et des promesses. C'était une renaissance paisible, comme l'aube après une longue nuit. Un jour, nous marchions ensemble sur la plage. Le vent soufflait fort, nos cheveux étaient ébouriffés et la mer semblait converser avec nous. Il me parla de sa mère, de la façon dont elle aussi avait souffert le mépris et l'injustice. Je compris que, d'une certaine manière, nos histoires étaient liées. Non pas comme un passé et un présent, mais comme des expériences de survie partagées. Je restai silencieuse, le regard perdu à l'horizon. Il prit fermement ma main et, pour la première fois depuis longtemps, je n'eus plus peur d'être vue. Réapprendre à aimer, c'est comme respirer à nouveau après une plongée profonde. On remonte à la surface sans savoir si l'air est encore là, et quand on le retrouve, on découvre qu'il a toujours été là, attendant patiemment qu'on ait le courage de le chercher. Avec lui, j'ai appris que l'amour n'est pas le salut, mais une alliance avec le temps. Il ne guérit pas les vieilles blessures, mais il les rend supportables. Mais le passé ne disparaît jamais vraiment. Parfois, il ressurgit dans les rêves, dans les reportages qui se répètent, dans les souvenirs qui refusent de s'effacer. Ces jours-là, Eduardo se contente d'écouter. Il reste silencieux, mais d'un silence apaisant. Il existe un amour qui n'a pas besoin de nom, qui a seulement besoin de demeurer. Mon fils, maintenant adulte, rit parfois et dit que je suis devenue une célébrité sereine. Je ris avec lui, mais je sais que cet humour cache quelque chose de plus profond. Une fierté discrète, celle qui naît de la compréhension que la justice ne se limite pas au monde extérieur, mais concerne aussi ce qui se passe en nous. Il me voit non pas comme une guerrière épuisée, mais comme une femme qui a appris à choisir ce qui mérite de perdurer. Les défis persistent. Le monde ne change pas du jour au lendemain. Les structures évoluent lentement, et chaque progrès engendre de nouveaux obstacles. Mais aujourd'hui, j'envisage tout sous un autre angle. Celui de quelqu'un qui sait avoir surmonté le pire et malgré tout, avoir trouvé l'amour. Parfois, à la tombée de la nuit, quand la maison est calme, je m'assieds sur la véranda avec une tasse de café. Eduardo est à mes côtés, mon fils étudie dans sa chambre, et les bruits lointains de la ville se mêlent au vent. Je ferme les yeux et laisse le souvenir de ce premier jour d'école se dérouler comme un lent film en noir et blanc. La douleur est encore un peu vive, mais elle a désormais une forme, un sens et une paix intérieure. De nouvelles lumières brillent en moi. Des lumières qui ne s'éteignent pas, même sous la pluie. Je sens que la vie réserve encore des surprises, certaines douces, d'autres imprévisibles. Et cette incertitude, qui m'a jadis blessé, me captive désormais. Peut-être le sens réside-t-il précisément là, continuer à vivre, même sans toutes les réponses. Tandis que je contemple l'horizon lointain,
je comprends que l'amour, la dignité et le courage sont faits de la même étoffe, la persévérance. Le temps se charge du reste. Et, au plus profond de moi, je sais qu'il reste encore des chapitres à écrire, non pas sur la survie, mais sur l'épanouissement. Aujourd'hui, avec le recul, je ne vois plus une histoire de souffrance. Je vois un chemin de transformation, forgé par chacune de mes décisions, même celles prises dans la peur. Le temps, qui me tourmentait jadis, est devenu mon allié. Il m'a montré que ce que nous appelons la fin n'est parfois que l'intervalle précédant le véritable commencement. Je me souviens de mon premier jour dans cette école, la lourde porte, les regards méfiants, l'angoisse au ventre. Et je me souviens de mon dernier jour, quand je suis parti la tête haute, sans avoir besoin de dire un mot. La différence entre ces deux moments ne résidait pas dans ce qui m'était arrivé, mais dans ce qui s'était passé en moi. La femme qui était entrée le cœur lourd en est repartie le cœur léger. J'ai appris que le respect que nous recherchons chez les autres naît lorsque notre âme cesse de souffrir. La vie est pleine d'occasions inattendues de prendre un nouveau départ. Parfois, le destin nous réserve une épreuve imprévue, nous obligeant à déployer de nouvelles ailes. J'ai appris à voler quand j'ai compris que je n'avais plus besoin de l'approbation de personne pour exister pleinement. Et croyez-moi, cela procure une paix immense. Un calme qui n'est pas l'absence de douleur, mais plutôt la maîtrise de celle-ci. Aujourd'hui, ma maison résonne de rire, de doux parfums et de silences chargés de sens. Le rire de mon fils jaillit naturellement. Eduardo joue de la guitare au crépuscule, et parfois, sans qu'il s'en aperçoive, je le regarde, imprégné, chaque accord remplir le vide autrefois béant. Plus de précipitation. Juste la présence. Je comprends que l'amour, lorsqu'il arrive après la tempête, n'est pas une question de passion, mais de permanence. On me demande encore si je referais tout, si je recommencerais. La réponse est toujours la même, oui, je le referai, chaque larme, chaque blessure, chaque risque. Car c'est ce qui m'a mené là où je suis. La femme qui pleurait autrefois de honte est celle-là même qui, aujourd'hui, inspire les autres à garder la tête haute. Et si un simple geste de ma part éveille du courage chez quelqu'un, alors aucune souffrance n'aura été vaine. C'est beau de comprendre que la justice, lorsqu'elle triomphe, laisse des traces de lumière. Et que même ceux qui m'ont sous-estimé, d'une certaine manière, m'ont aussi aidé, car sans eux, je n'aurais peut-être jamais découvert de quoi j'étais capable. Les cicatrices que je porte ne sont pas des souvenirs du passé, ce sont des médailles invisibles de ce à quoi j'ai survécu. Parfois, je ferme les yeux et j'imagine l'avenir. Je vois mon fils, devenu adulte, marcher avec assurance au milieu de personnes de tous horizons, sans jamais douter de sa place. Je vois des jeunes filles noires se regarder dans le miroir avec fierté, rayonnantes sans avoir besoin d'autorisation. Et je vois des femmes qui ont enfin compris que la bienveillance n'est pas une faiblesse, mais une force. Alors que j'avance, je sais que de nouveaux défis m'attendent. La vie exige toujours du courage, parfois. Mais maintenant, quand je trébuche, je sais où trouver du réconfort, dans tout ce que j'ai accompli sans jamais baisser les bras. Chaque porte qui s'est fermée m'a appris à en ouvrir d'autres. Chaque regard méprisant m'a rappelé que je ne dois pas baisser la tête. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, sachez que cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à tous ceux qui ont été mis à l'épreuve et qui, pourtant, ont choisi de persévérer sans perdre leur sensibilité. C'est peut-être pour cela que, tandis que je parle, tant de personnes la ressentent. Parce qu'au fond, nous savons tous ce que c'est que de lutter pour être vus. C'est pourquoi, lorsque cette histoire trouve un écho en chacun de nous, elle ne s'arrête pas. Elle change simplement de ton. Alors, si quelque chose s'est éveillé en vous, si un souvenir s'est ravivé, si un nœud s'est dénoué pendant que vous m'écoutiez, laissez une trace. Non pas pour moi, mais pour vous-même. Une trace que ce voyage vous a atteint. Aimez, commentez, abonnez-vous non pas pour suivre une histoire, mais pour vous rappeler que toutes les histoires peuvent être réécrites lorsque le courage décide de faire entendre sa voix. Aujourd'hui, je ne suis plus la femme qu'on a réduite au silence. Je suis l'écho de milliers de personnes qui, même dans le silence, n'ont jamais cessé de lutter. Et si j'ai appris une chose durant ce parcours, c'est que le vrai bonheur ne s'acquiert pas sous les applaudissements, mais lorsque l'on reconnaît enfin sa propre valeur. Le monde peut tenter de nous anéantir, mais la vérité est que personne ne peut éteindre une âme qui a appris à être la lumière du soleil.